Alors, on passe aux deux dernières communications qui vont être présentées par professeur Lisa Chemi Giovannini, professeure de pneumoallergologie à Nice, vice-présidente de la Société pédiatrique de pneumo et d'allergologie. Ces travaux de recherche portent entre autres sur l'asthme et l'épithélium respiratoire. Professeur Giovannini a également coordonné les dernières recommandations de l'asthme de l'enfant française, de l'asthme de l'enfant âgé de 6 à 12 ans. Alors, la première communication concerne une entité qui obéit à un certain critère, dont la définition obéit à un certain nombre de critères. La bronchite bactérienne chronique, comment la reconnaître avant la dilatation de bronches? À vous la parole. Merci beaucoup. Déjà vous dire que je suis extrêmement honorée d'avoir été conviée au premier congrès de la SMAP, même si j'ai bien compris que quand même la SMAP n'était pas une vraie jeune fille. Donc premier topo sur effectivement les bronchites bactériennes persistantes, comment les reconnaître avant la survenue de DDB. Donc, est-ce que c'est bactérien, d'abord, une bronchite? Alors, on nous a tous appris qu'une bronchite aiguë, c'était viral, que la prise en charge devait être symptomatique, pas de radio, pas d'antibiotiques, et que ça régressait spontanément en 15 jours. Mais pourtant, quand ça dure, au-delà de 4 semaines, on parle de toux chronique. Est-ce qu'il y a forcément une pathologie sous-jacente? En fait, c'est dans ce cadre-là qu'on va parler de bronchite bactérienne persistante, ou en anglais, protracted bacterial bronchitis. Alors, la toux chronique, vous le savez, c'est un motif très fréquent de consultation en pédiatrie. Et une toux chronique qui dure plus de 4 semaines, c'est complètement différent d'infection des voies aériennes supérieures répétées avec des intervalles libres. Il y a une véritable répercussion familiale sur la qualité de vie, le sommeil, la scolarité, ainsi que des consultations multiples. 80% de ces enfants ont consulté plus de 5 fois dans l'année et 53% plus de 10 fois. C'est énorme. Alors l'historique, la bronchite chronique de l'enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. On en parlait déjà dans les années 50, à l'ère pré-antibiotique et vaccin. Et puis c'est passé progressivement dans l'oubli. On a défini l'asthme préscolaire, on a lutté contre l'utilisation abusive des antibiotiques avec des programmes en France. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et du coup, ça a rejailli avec une entité qui a été reconnue aux USA dans les guidelines de la CCP en 2006 et en Australie en 2010 avec des équipes australiennes, vous allez voir, qui ont énormément bossé dessus. Donc la vignette clinique, elle est simple, c'est « Docteur, j'en peux plus, mon enfant tousse tout le temps ». C'est généralement une toux grasse qui est continue et qui vraiment est extrêmement dérangeante pour le milieu familial. Ça dure plus de 4 semaines et comme je vous l'ai dit, c'est très grave. Alors la définition de la bronchite bactérienne persistante, initialement, était une définition microbiologique. Il fallait tousser gras plus de 4 semaines, mais avoir prouvé une infection des voies aériennes inférieures avec plus de 10 puissance 4 bactéries dans le LBA, plus ou moins dans les crachats, mais à ce moment-là, c'est 10 puissance 7. Et les 4 bactéries majoritaires étaient essentiellement l'hémophilus, la moraxelle, le pneumocoque et le staphylocoque doré. La réponse aux antibiotiques devait survenir avec l'utilisation majoritaire de l'augmentin, amoxicilline acylclavulanique, en 2 semaines. Puis, c'est quand même un petit peu compliqué de faire des LBA à tous ces enfants. Une définition plus raisonnable a été proposée en 2017 par l'ERS. C'est la définition, cette fois-ci clinique, avec certes toujours la toux grasse de plus de 4 semaines, mais pas de symptômes, pas d'autres symptômes ou autre cause de toux grasse. Toujours là aussi la nécessité d'avoir une réponse aux antibiotiques, amoxicilline acylclavulanique en 2 semaines. Alors, les autres définitions à connaître, c'est également celle de bronchite bactérienne persistante prolongée. C'est celle pour laquelle on va devoir traiter non pas 2 semaines, mais plus de 4 semaines. Autre définition également à connaître, c'est celle de bronchite bactérienne persistante récidivante, c'est-à-dire quand on fait plus de 3 épisodes de bronchite bactérienne persistante par an. Alors, quelle physiopathologie a cette entité?
il y a un déséquilibre de la flore bactérienne. Vous le savez, la bronche n'est pas un milieu stérile, il y a un microbiote. Et ce qui prédomine, c'est l'Haemophilus influenzae qui va être capable de produire un biofilm. Sur le plan immunitaire également, un profil particulier avec une augmentation du pourcentage de polynucléaires dans le LBA et également un défaut d'apoptose macrophagique alvéolaire. Il y a également une altération de la clairance mucociliaire avec une stase et une prolifération bactérienne à un moindre degré que dans les pathologies fixées comme la mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire, mais qui peut être variable dans le temps, surtout s'il y a un asthme associé, post-infection virale, s'il y a une malacie. Alors, sur le plan épidémiologique, en fait, l'étude qui a... une des premières études, c'est l'étude de l'équipe de Chang et de Marchand dans un centre tertiaire en Australie, une étude prospective sur 2 ans, sur 108 enfants, où ils ont recherché quel était le diagnostic étiologique de la toux de plus de 3 semaines à l'aide plutôt d'un algorithme adulte. Ces enfants toussaient gras dans 89% des cas, donc c'était quand même un biais de sélection. Ils étaient majoritairement exposés au tabac dans 42% des cas. Et sur le plan étiologique, ils avaient dans 40% des cas une bronchite bactérienne persistante. Après, il faut savoir que c'est l'équipe qui a le plus travaillé sur le sujet, donc il y a quand même un biais de sélection important. Une autre étude épidémiologique, c'est une étude qui a lieu en Turquie, où là, des enfants d'à peu près 5 ans, dans un centre secondaire plutôt que tertiaire. Et donc, ces enfants toussaient gras dans à peu près 60% des cas, et la bronchite bactérienne persistante représentait 12% des causes de toux grasse. Donc c'est quand même un peu plus proche du tout venant. Dans l'étude précédente, l'étude australienne, l'asthme avait déjà été éliminé. Donc retenez probablement une prévalence de cet ordre-là. Et quand on regarde par tranche d'âge quelle est finalement l'étiologie prédominante de la toux chronique, vous voyez que l'asthme, quel que soit l'âge où l'hyperactivité bronchique prédomine, et que la bronchite bactérienne persistante arrive en 2e position, surtout chez les petits, en 3e position chez les plus grands, la toux psychogène gagnant un petit peu du terrain dans cette population. Donc, quels sont les facteurs de risque de la bronchite bactérienne persistante ? Ce sont plutôt des petits, âge médian entre 10 mois et 5 ans, plutôt des préscolaires, des garçons. Un facteur de risque très important, c'est la crèche. Le tabagisme est associé différemment selon les études, certaines positivement, d'autres négativement, et la trachéomalacie bien souvent retrouvée chez ces petits patients. Alors, une étude un petit peu plus récente qui essaye de montrer, après une infection respiratoire aiguë, quels sont les facteurs de risque qui vont conduire un enfant à développer une bronchite bactérienne persistante. Premier facteur de risque, c'est celui d'avoir des petites voies aériennes, typiquement d'être tout petit et d'avoir moins de 1 an. Deuxième facteur de risque, c'est comme je vous l'ai dit, d'aller en crèche. Et troisième facteur de risque, c'est d'avoir, avant cette infection respiratoire aiguë, une anamnèse de toux chronique. L'asthme, par contre, serait plutôt un facteur protecteur chez des enfants qui développent une infection respiratoire aiguë par rapport au fait de développer une bronchite bactérienne persistante. Alors, l'orientation diagnostique devant une toux grasse chronique. Alors, je suis désolée, mais manifestement, il y a des petits soucis sur la retranscription des diapos. C'est dommage. L'anamnèse doit être détaillée, bien évidemment. Faire une radiographie du thorax et une EFR si l'enfant a plus de 5 ans. S'il y a des signes d'alerte ou de pathologie spécifique, à ce moment-là, normalement, devrait être écrit là, il faut faire appel à un pneumopédiatre. Il faut, s'il n'y a pas de signe d'alerte spécifique, faire un ECBC quantitatif, traiter les enfants pendant 2 à 4 semaines. S'il n'y a pas de résolution, à ce moment-là, il faut faire appel à un pneumopédiatre. Si par contre c'est résolu et qu'il n'y a pas de récurrence ou des récurrences moins de 3 fois par an, c'est le pédiatre libéral qui peut prendre en charge ces enfants. Par contre, dès que la récurrence est plus de 3 fois par an, c'est le pneumopédiatre. Toutes les zones en rouge, c'est quand est-ce qu'il faut faire appel à un pneumopédiatre. Alors là aussi, il y a des petites... Bon, peu importe. Donc, quels sont les signes d'alerte devant une toux qui doivent vous orienter plutôt vers des pathologies plus lourdes? C'est la dyspnée, l'hémoptysie, des infections
sino-pulmonaires fréquentes, un milieu à risque de contagion tuberculeux, un syndrome de pénétration, une courbe saturopondérale anormale, difficultés alimentaires, anomalie du développement neurologique, mais également sur le plan clinique, un hypocratisme digital, une déformation de la cage thoracique doit vous mettre la puce à l'oreille. Également, tous les symptômes qui orientent vers une pathologie avec un déficit de l'immunité, notamment beaucoup d'infections d'otite moyenne aiguë, beaucoup de pneumonie. Tout ça ne doit pas vous faire évoquer en première intention la bronchite bactérienne persistante, qui est une des causes de bronchopathie chronique. Mais vous voyez que dans la toux chronique, il y a plein d'autres causes de toux qu'il va falloir bien évidemment éliminer et avoir en tête. Sur le plan EFR, généralement, quand on en fait, elles sont censées être normales. Le CBC, je vous l'ai dit, remplace avantageusement le LBA et retrouve normalement plus de 10 puissance 7 bactéries. L'endoscopie bronchique, quand on l'a fait, on recommande l'ERS d'utiliser le premier alico qu'on fait d'un décilobe. Mais par contre, certaines études dans la bronchite bactérienne persistante montrent que c'est avantageux d'aller faire un alico de peu de millilitres dans chacun décilobe parce que finalement, ça augmente la sensibilité quand on prélève à différents endroits. Ce qu'on retrouve bien évidemment, c'est une hypercellularité, une prédominance de polynucléaires neutrophiles, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et les bactéries qui sont majoritaires, c'est essentiellement l'Haemophilus influenzae, le pneumocoque et Moraxella catarrhalis, en sachant que beaucoup d'études rapportent des co-infections, c'est-à-dire plus d'une seule bactérie. Alors vous allez me dire, alors laquelle prédomine ? Finalement, c'est un petit peu difficile selon les études. En tout cas, le RS Task Force nous dit que c'est à peu près similaire, mais remarque qu'il peut y avoir dans 30 à 50% des cas, comme je vous l'ai indiqué, des infections polymicrobiennes. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des virus chez ces patients? Est-ce que c'est forcément que bactérien? Alors, deux études, l'une qui est plutôt pour en disant, en comparant des enfants avec une bronchite bactérienne persistante et d'autres patients avec des pathologies pulmonaires chroniques, et retrouve plus de virus, 38% dans le groupe avec une bronchite bactérienne persistante, et essentiellement des adénovirus. Vous savez que l'adénovirus, ce n'est pas un virus très très gentil. Donc ça, c'est une première étude. Et une deuxième étude un peu plus récente qui ne retrouvait pas d'association entre différents types de virus, mais une étude avec un effectif beaucoup plus petit. Voilà. Alors, le diagnostic différentiel, la bronchite bactérienne persistante, elle peut être confondue parfois avec un asthme plutôt sécrétant, peut être confondue avec des enfants qui ont une toux grasse sur des problèmes iatrogènes, ou sur d'autres soucis, on va en parler, bronchectasie idiopathique, déficit immunitaire, dyskinésie ciliaire, corps étranger, tuberculose, muco. Après, bien souvent, entre un tout petit qui a un asthme plutôt sécrétant et une bronchite bactérienne persistante, c'est pas forcément facile de faire la part des choses. Ce qui va permettre de redresser chez ces enfants, c'est bien souvent le fait d'avoir des intervalles libres dans l'asthme. L'asthme, c'est quand même pas une pathologie qui donne des symptômes continus à type de toux grasse, mais c'est également l'anamnèse personnelle, la présence d'un eczéma, la présence d'une anamnèse familiale également d'atopie. Par contre, quand il y a un tabagisme très important ou un milieu socio-économique bas, ça tend plutôt vers la bronchite bactérienne persistante. Alors, quel traitement? Déjà, vous dire que les antibiotiques marchent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les premières études, toujours de l'équipe de Chang, montrent en fait, une efficacité importante de l'augmentin avec, dans cette étude, c'est le critère de jugement principal était la résolution de la toux, c'est-à-dire une diminution du score de toux de plus de 75% au bout de 2 semaines. Et le résultat, c'était que dans le groupe qui avait eu des antibiotiques, 48% ont été améliorés versus 16% dans le groupe placebo. Donc globalement, ça marche très bien, mais que dans 48% des cas. Donc il y a quand même dans 52% des cas des soucis et donc des patients qui ne sont pas malheureusement traités par 15 jours d'antibiotiques. Alors je suis désolée parce que décidément c'est de la valse de mes tableaux, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le Mac et... Mais en pratique, quand ça ne marche pas,
il y a finalement d'autres possibilités. C'est essentiellement de prolonger la durée de l'antibiothérapie sur une durée de 6 à 8 semaines. Et donc, chez 44 enfants qui n'avaient pas de réponse ou une rechute après 2 semaines d'amoxicilline acide clavulanique, on voit que la prolongation de l'antibiothérapie orale amène à la résolution chez 77% d'entre eux, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, 25 enfants sur 43 vont rechuter, c'est plus de la moitié, et 8 seulement vont guérir, ce qui va amener à rechercher d'autres diagnostics. Chez 5 des 43 enfants, il y avait autre chose que cette bronchite bactérienne persistante, et 13 sur 43 vont finalement bénéficier d'une antibiothérapie prophylactique. Donc retenez que ça ne marche pas au bout de 15 jours, on peut continuer une antibiothérapie sur 2 mois, mais vous risquez d'inclure finalement des patients qui ont une autre pathologie. Donc message clé, l'antibiothérapie c'est l'amoxicilline acide clavulanique. S'il y a une allergie, on peut utiliser des C3G, du Bactrim, des macrolides. 15 jours c'est la règle, 4 semaines c'est le maximum, et on peut prolonger au-delà 6 à 8 semaines quand ça ne marche pas. Certaines équipes en Australie tentent désormais d'utiliser de l'azithromycine, mais on est complètement hors guidelines, donc j'en ai pas fait cas. La kiné respiratoire, ça ne fait pas vraiment consensus dans la bronchite bactérienne persistante, et en tout cas moins que dans la dilatation des bronches. On doit promouvoir l'arrêt, bien évidemment, du tabagisme passif, comme dans toute pathologie respiratoire. Alors, quelle est l'évolution de ces enfants quand on a une bronchite bactérienne persistante? Qu'est-ce qu'on devient à 5 ans? C'est toujours l'équipe de Chang et Marchand qui a mené cette étude qui a été publiée plus récemment sur 166 enfants avec 28 contrôles. La médiane de suivi était d'environ 5 ans. Ce qu'on voit déjà, c'est que ces enfants, il y avait une réduction sur la durée du suivi par 3 du nombre d'exacerbations de bronchite bactérienne persistante. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, au terme de l'étude, il y en avait encore 67% qui gardaient des symptômes, soit de la respiratoire, que ce soit de la toux grasse ou de l'asthme. Au bout des 5 ans de suivi, 10% à peu près d'entre eux présentaient des bronchectasies. Et les facteurs de risque, c'était quoi? C'était d'avoir eu des bronchites bactériennes récurrentes la première année, ou la présence d'un hémophilus si on faisait un LBA ou un ECBC avec des autres ratios relativement importants. Ce qui est aussi important d'avoir en tête, même si on différencie l'asthme de la bronchite bactérienne persistante, c'est que quand on suit ces enfants, à l'âge scolaire, quand on est capable de faire notamment des tests de souffle et quand on les voit évoluer, 27% d'entre eux développent un asthme, ce qui est quand même beaucoup, plus que finalement la part naturelle dans la population. Et les facteurs de risque au début de la prise en charge de développer un asthme, bien évidemment, c'est d'avoir une sensibilisation aux allergènes respiratoires avec un autre ratio à 15, mais également d'avoir lors de l'endoscopie une bronchomalacie. Alors, on m'a demandé de traiter le continuum. La bronchite bactérienne persistante, oui, ça fait le lit des dilatations des bronches, surtout si elle est récurrente. Quand il y a plus de 3 épisodes par an, le risque de développer des dilatations des bronches est supérieur à 10, notre ratio en 11,5. Et quand il y a une nécessité au départ de traiter plus de 4 semaines pour avoir une résolution des symptômes cliniques, l'odds ratio de développer des dilatations des bronches, il est de 21. Donc c'est ces patients-là qu'il faut vraiment suivre et scruter, pour lesquels il faut avoir un suivi spécialisé en pneumopédiatrie. Le pédiatre libéral ne doit pas suivre ces enfants-là, ça doit rester votre prérogative. Donc effectivement, les infections respiratoires aiguës, c'est bien évidemment le starter de la bronchite bactérienne persistante, avec des facteurs prédisposants à ces infections respiratoires aiguës, petit poids de naissance, tabagisme in utero. Également des facteurs modiciables, la vaccination, la malnutrition, le faible niveau socio-économique, le tabac, les polluants, le logement, notamment les moisissures. Ça fait le lit de la bronchite bactérienne persistante, qui va faire le lit des bronchopathies chroniques et des DDB radiologiques. Et les facteurs sur lesquels vous pouvez agir qui influencent l'évolution, c'est l'adhérence et l'observance au traitement par antibiothérapie, la malnutrition, l'exposition au tabac et au vapotage, la pollution intérieure et extérieure, l'hygiène et l'exercice physique. Donc en conclusion, oui, la bronchite bactérienne persistante, ça existe. C'est une entité
qui a été longtemps méconnue, qui est sous-estimée. La place de l'intervenant, c'est important de la déterminer. Le pédiatre doit faire partie de l'algorithme étiologique confronté à une toux chronique et il doit orienter vers le pneumopédiatre s'il y a des signes d'alerte qui orientent vers des pathologies spécifiques. S'il y a un échec de l'antibiothérapie sur une durée de 15 jours, allez, vous pouvez pousser jusqu'à 4 semaines, mais pas plus. Et s'il y a plus de 3 récidives par an. L'usage des antibiotiques, certes, ce n'est pas automatique, c'est ce que disent nos caisses d'assurance sociale, mais dans cette pathologie-là, ça peut aider. Pour terminer sur un schéma, bactérienne, donc antibiotique, 15 jours, si échec, 15 jours supplémentaires. Et si plus de 3 par an ou échec à 4 semaines, c'est vers vous que vous orienteront nos collègues pédiatres. Voilà.